Une terre, un ailleurs. Édition 2025 du prix des lecteurs Durance-Luberon-Verdon Agglomération. Basse-Terre de Estelle Sarah Bull. Pour laisser derrière soi la maison de Kat, il fallait émerger de la ravine enfouie sous la végétation et gagner le sentier fraîchement goudronné, tassé par des milliers de pas. C'est pourquoi les enfants autour de la maison avaient tous eu, au fil des années, les mollets fermes et les genoux noircis. Accrochée au fond de sa pente glissante, la case était entièrement faite de bardeaux courts que les gens appelaient essantes. C'étaient de petites planches de bois sec, serrées, comme si le charpentier, la charpentière, car c'était Eucat qui avait construit les 2 pièces de sa case, morceau par morceau, ne s'était arrêté un instant que pour laisser 2 trous de fatigue en guise de fenêtre. La case était grisâtre, délavée et dépourvue de fleurs. Elle était assombrie par les grappes velues des cacaoyers sauvages et des cocolobes. Eucat en sortait, son vieux coutelas à la main, levait la tête vers le ciel, inspectait le sol. Puis le coutelas s'élevait généralement 2 fois pour abattre en silence une branche feuillue. Les habitants du quartier n'y prêtaient pas beaucoup d'attention. Pour tout dire, en ces temps où l'île semblait connaître un semblant de progrès, tandis que la route de la traversée venait d'être arrachée à la forêt à coups de bulldozer, suivant les plans déroulés par des ouvriers revêtus d'une tenue orange vif, la case de Kat était une aberration, le béton ne l'ayant même pas effleuré. La mairie avait d'abord envoyé des lettres invitant Eucat à se rapprocher des services municipaux pour formuler une demande de relogement en ville. Puis un agent s'était déplacé jusqu'à la case, le cou en sueur et les pieds douloureux, pour lui remettre un courrier au ton comminatoire. Mais Eucat n'avait aucune intention de quitter la forêt et la mairie l'oublia, bien d'autres masures étant concernées par son plan de réduction de l'habitat insalubre. Les voisins n'accordaient pas non plus spécialement d'intérêt à ceux qui vivaient dans la case de Kat. On voyait seulement émerger à intervalles réguliers un garçon ou une fille mutique en âge de faire la vie, qui empruntait le chemin sans se retourner. Et on disait « Voilà un autre rejeton de Kat qui part pour ne plus jamais revenir. » Jusqu'à ce qu'il ne reste au fond de la ravine que Kat et sa petite fille, Anastasie. Les caméras s'agglutinent devant le bâtiment de la préfecture de Basse-Terre. Une deuxième sommité, plus jeune et moins médiatique que Tazieff, vient d'arriver directement de l'Institut de physique du globe de Paris. L'homme, à la chevelure noire taillée en brosse et à l'embonpoint tonique, adopte un air volontaire, mais un voile de nervosité est perceptible sur son visage. Les élus locaux sont embêtés. Ils pensaient avoir des directives claires et rapides à répercuter, mais au contraire, l'incertitude s'accroît à mesure que les scientifiques transmettent leurs rapports aux 2 chefs. Tazieff serre les lèvres. Le nouveau venu, Claude Allègre, l'agace avec ses lunettes de professeur, son ton alarmiste et ses cravates bariolées.
La vérité, c'est que personne ne comprend exactement ces remous bouillonnants et cette soudaine montée magmatique, là où on ne s'était jamais soucié que d'exploiter la fertilité miraculeuse des terres. Les deux rivaux décident d'aller sonder le volcan de plus près. Bien sûr, il y aura une caméra. Taziev demeure le plus écouté. Il déclare, sans un regard pour Allègre qui cuit dans sa veste en nylon, que la montée vers le cratère ne présente aucun risque. C'est ainsi qu'à l'aube, en ouvrant ses volets décolorés, Eucat voit une file d'hommes chaussés de rangers, déjà harassés, s'approcher, sacs au dos. Elle reconnaît le premier, celui qui ouvre la marche avec son air de petit taureau blanc et buté. Elle sort dans la pestilence sulfureuse du matin, qui pourtant est un matin de ciel bleu sans un soupçon de pluie. Elle est la seule à demeurer encore dans cette zone où les gens se sont méfiés. Taziev l'aperçoit et la salue. Elle le salue en retour d'un hochement de tête imperceptible. Les autres ne l'auraient même pas remarqué, mais à cette mi-hauteur du volcan, Taziev en profite pour faire une pause. Il l'interpelle d'un ton enjoué. Le caméraman braque sa machine sur elle, détaille les anneaux dorés à ses oreilles, son cou brun massif, son visage lisse, le foulard du matin sur ses cheveux raréfiés, et derrière elle, la case grise, accrochée de toutes ses forces au fossé. Vous habitez ici ? Eucat acquiesce en tirant sur sa pipe. Et vous ne voulez pas quitter votre maison comme les autres ? Pourquoi donc ? Vous n'avez pas peur du volcan ? Pas du tout. Vous ne pensez pas que le volcan est dangereux ? Eucat ne sourit pas, mais son visage est ouvert. Elle secoue une fois la tête et hausse les épaules, cachant ses efforts pour articuler en bon français. Je vis avec depuis des années et qui peut savoir ce qui nous attend ? Si je dois mourir, c'est mourir que je ferai. Ça fait déjà bien longtemps que je me sens abandonnée. C'est pas le volcan qui y changera quelque chose.